Bonjour à tous. À suivre cet après-midi les débats des sénateurs sur la réforme pénale. Un texte qui a été adopté par l'Assemblée nationale au début du mois de juin et qui est examiné par le Sénat depuis mardi en première lecture et en procédure accélérée. Alors je vous propose cet après-midi de voir les meilleurs moments de la séance d'hier soir. Alors notamment ce moment où les sénateurs et le gouvernement se sont opposés sur l'atténuation de la peine qu'il faut prononcer pour les condamnés atteints de maladies mentales. D'une part, il y avait les sénateurs de droite comme de gauche. Après de nombreux déplacements, après de nombreuses études et de nombreux rapports, ils estiment qu'il faut réduire d'un tiers cette peine en cas de maladie mentale, tandis que le gouvernement, lui, y est opposé à cette automaticité. Tout de suite donc, retour à la séance. C'était hier soir au Sénat. Oui, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs, sénatrices, sénateurs. Donc c'est un amendement qui vise à supprimer une disposition qui se trouve actuellement dans le texte de loi. C'est une disposition qui avait été introduite à l'Assemblée nationale, qui avait prévu une atténuation de la peine en cas de trouble mental, une atténuation de moitié de la peine. Nous avions trouvé le système rigide. Et nous avons estimé qu'il est certain que l'altération de la raison est un motif pour que la juridiction apprécie la détermination de la peine, mais que fixer à la moitié, c'était une rigidité qui n'avait pas de pertinence. Donc nous l'avions dit à l'Assemblée nationale. Votre commission, je crois que c'est sur la proposition de... Non, ce n'est pas un amendement de M. Le Cerf, mais c'est sur la base d'une proposition de loi que le Sénat avait déjà adoptée, c'est ça, me semble-t-il. Donc, a proposé, enfin, vous avez introduit une atténuation à un tiers de la peine. Je veux dire que la logique de la rigidité demeure la même. Donc, pour cette raison, cet amendement propose de supprimer cette disposition, tout en maintenant dans le texte que l'altération de la raison est un motif d'atténuation de la peine. Ça ? Merci Madame la Ministre. Monsieur le rapporteur, ce n'est pas à vous. C'est en discussion commune, Monsieur le rapporteur. Madame Benbassa, vous pouvez présenter le 64. Ce sont des amendements en discussion commune. Excusez-moi, Monsieur le rapporteur. L'article 7 quinquies A, introduit par la Commission des lois, concerne les personnes dont le discernement a été altéré au moment de la perpétration d'un crime ou d'un délit et propose de diminuer du tiers la durée des peines encourues. Nous souscrivons à cette volonté, mais considérons que la juridiction doit tenir compte de l'altération du discernement à la fois lorsqu'elle détermine la peine et qu'elle fixe son régime. C'est l'objet donc du présent amendement. J'espère que, Madame la Présidente, vous ne déciderez pas non plus autoritairement de mettre Merci, voix. Madame. Merci. Merci, Madame Benbassa. Je vais donc demander l'avis de notre rapporteur sur ces deux amendements en discussion commune. Alors, Madame la Présidente, mes chers collègues, la Commission a émis un avis favorable. Je commence par là, c'est plus simple. À l'amendement 64, Madame Benbassa. L'amendement 92. Bon, la Commission des lois du Sénat, sur ma proposition, a introduit dans le texte exactement la proposition de loi qui a été votée ici à l'unanimité et qui résultait d'un rapport d'information qui avait été fait par la Commission des lois et des affaires sociales avec deux, Jean-René Le Cerf et moi, Christiane Desmontes et Gilbert Barbier. De ce rapport est sortie une proposition de loi signée par Le Cerf, etc., que j'ai rapportée ici, qui a été adoptée à l'unanimité, contre l'avis du gouvernement. Je constate que les gouvernements changent d'orientation politique, mais ils ne changent pas de service, ou je ne sais pas qui a pu donner un avis défavorable. La rédaction du gouvernement est inacceptable. Elle est très imprécise, elle ne changera rien à la situation actuelle. Donc cet amendement est défavorable. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la Ministre, je vais vous demander... Madame la Ministre, je vais vous demander un avis sur l'amendement de Madame Benbassa, qui a reçu un avis favorable de la Commission. Tu es sûr ? Oui. Donc, oui, parce que c'est ça, oui. Oui. C'est l'amendement que vous venez de défendre, là, en discussion commune. C'est ça. Et qu'est-ce que tu fais avec le mien, alors ? Favorable.
Tu ne peux pas être favorable aux deux. Non, pardonnez-moi, Madame la sénatrice, mais je soutiens plutôt l'amendement du gouvernement. Donc voilà, ça me conduit à émettre un avis défavorable parce qu'on ne va pas écrire des doublons dans la loi. Bien sûr. Nous sommes d'accord? Oui. Donc c'est un regret, le cœur déchiré, mais je mets un avis défavorable. Oui, monsieur Le Cerf. Oui. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Le Cerf, pour explication de vote. Merci, Madame la Présidente. Oui, je voudrais simplement resituer un petit peu le contexte du problème qui se pose ici. J'avoue que je suis assez surpris lorsque je lis dans l'objet de l'amendement 92 une diminution systématique de la peine du tiers, ce n'est pas de la moitié, c'est du tiers, paraît trop rigide et artificielle car elle s'appliquerait quelle que soit l'importance de l'altération du discernement, même en cas d'altération très légère. Mais ce que l'on vit, ce n'est pas du tout des problèmes d'altération très légère. Ce que l'on vit et ce que le groupe de travail dont le rapporteur vient de faire état avait constaté, c'est que 10%, nous avions évalué effectivement, et je pense que notre évaluation est faible, nous avons évalué à 10% le nombre de personnes détenues dont l'état mental, l'état psychiatrique était tel qu'en ce qui leur concerne, la peine n'avait strictement aucun sens et qu'ils n'avaient donc théoriquement pas grand-chose à faire dans les prisons de la République, si ce n'est transformer les prisons de la République en asile du XXIe siècle. Donc le problème qui se posait était donc, et malheureusement, si vous voulez, malheureusement, je me félicite de la franchise d'un certain nombre de présidents de cour d'assises que moi j'avais eu l'occasion de rencontrer à l'époque de la loi pénitentiaire. Le problème qui se pose, c'est qu'il n'y a pas de lieu d'accueil pour des personnes dont le discernement est tellement altéré qu'il confine à l'abolition, pour ne pas dire il est purement et simplement aboli, et on ne sait pas quoi en faire ni où les mettre, puisqu'il n'y a plus de lit psychiatrique ou pas suffisamment qui soit fermé, et les experts ne se précipitent pas non plus pour estimer qu'il y a abolition du discernement avec les conséquences que cela aurait sur l'occupation de ces très rares lits. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est que les cours d'assises vont donc considérer comme ayant un discernement altéré des personnes qui, en fait, ont un discernement qui est aboli ou quasi aboli. Cela explique d'ailleurs beaucoup de choses sur la situation des prisons. Cela explique par exemple le nombre particulièrement important de suicides dans les prisons françaises, parce qu'on sait très bien que les personnes qui ont effectivement des problèmes très lourds en matière psychiatrique ont une tentation suicidaire qui peut être plus importante que d'autres. Et le comble du comble, c'est qu'effectivement, les principes qui avaient été retenus par le législateur d'avoir une appréhension différente lorsqu'il y avait altération du discernement s'étaient retournés contre l'intérêt de ces personnes, puisque ces personnes dont le discernement était altéré se voyaient condamnées beaucoup plus lourdement que des personnes qui seraient parfaitement saines d'esprit. D'où effectivement la volonté que nous avions eue de faire en sorte qu'on ne puisse plus se tromper désormais sur le caractère de circonstances atténuantes et non pas aggravantes de cette altération considérable confinant à l'abolition, je le répète, du discernement, d'où la diminution effectivement d'un tiers du montant du niveau de la peine. Et bien évidemment, pour compenser le fait que ces personnes se retrouvaient plus rapidement dans la société, était prévu par le groupe de travail dans un premier temps et par la proposition de loi dans un deuxième temps, était prévu le renforcement effectivement des obligations de soins, aussi bien pendant la détention qu'après la détention. Je crois que c'est un vrai problème, et le fait que la preuve que c'est un vrai problème, c'est qu'il n'est pas toujours fréquent qu'une proposition de loi soit adoptée à l'unanimité, et adoptée à l'unanimité en plus contre l'avis du gouvernement. Je me souviens de cette séance un peu particulière où nous n'avions pas vraiment l'impression d'avoir une écoute satisfaisante de la part de la représentante du gouvernement de l'époque. Donc moi je rejoins totalement l'argumentation qui a été celle du rapporteur de deux choses l'une. Soit effectivement on essaye par le biais cette fois-ci de cette loi en fait d'inscrire dans le texte législatif l'essentiel de la proposition de loi, soit la situation qui est la nôtre aujourd'hui et qui est une situation qui n'est vraiment pas à l'honneur d'une démocratie avancée comme la nôtre, continuera d'exister. Merci, Monsieur Le Cerf. Monsieur Hyest, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Je pourrais confirmer, parce que nous l'avions constaté,
l'état des prisons et combien il y a de malades mentaux graves, pas du tout des gens un peu dérangés, et souvent des criminels d'ailleurs, hein, pour qui leur place n'est pas en prison. Et moi, Madame le garde des Sceaux, vous avez dit tout à l'heure que j'avais participé à l'élaboration du Code pénal. Je me souviens fort bien la transformation de l'ancien article 64, qui est maintenant l'article 132.1. On avait vraiment essayé de dire, parce qu'avant c'était l'état de démence, hein, c'est pendant d'ailleurs lors de l'acte commis, hein, c'est pas d'une manière générale. Et on avait, sous l'incitation des spécialistes d'ailleurs, on avait dit soit abolition, soit atténuation de la responsabilité en fonction de l'état mental. Et depuis cette date, l'abolition, il n'y en a pratiquement plus. Les cours d'assises ne prononcent plus l'abolition. Plus les gens sont malades mentaux et plus ils sont condamnés. C'est quand même le paradoxe. Alors qu'avant, il y avait un grand nombre de gens qui disaient qu'ils étaient en état de démence, irresponsabilité. C'était l'époque aussi où il y avait un certain nombre d'établissements psychiatriques qui accueillaient en milieu fermé complètement. Enfin, on le sait, Maison Blanche, enfin, on pourrait citer un certain nombre d'établissements. Et puis l'évolution de la psychiatrie en France, c'est pas vrai ailleurs, a fait que tous ces établissements, ils ont disparu au nom de principes sans doute très intéressants. Et donc, comment résoudre cette question? Vous dites, Madame le garde des Sceaux, c'est bien, on pourra en tenir compte, mais on devrait déjà en tenir compte. Si on ne prend pas une mesure vraiment forte, eh bien, je crains bien que ça continue comme aujourd'hui. Et donc, le fait, quand il y a vraiment atténuation de la responsabilité, je crois qu'il faut dire, allez, on diminue la peine, et en plus, bien entendu, il y a tout ce qui va avec. Parce que ce n'est pas seulement diminuer la peine, c'est tous les soins, etc., en établissement pénitentiaire. Et vous savez bien que c'est difficile. On connaît tous l'établissement de Château-Thierry, qui n'est pas un hôpital, mais qui est quand même quelque chose comme ça, dont on sait, mais qui est nécessaire à l'administration pénitentiaire. Donc je crois vraiment que le Sénat, quand il a voté cette proposition de loi en 2011 unanime, a essayé de répondre à une vraie question qui n'est toujours pas résolue. Et honnêtement, votre amendement, de ce point de vue, est totalement insuffisant. C'est pourquoi je soutiens la position de la Commission. Merci, chers collègues. Y a-t-il d'autres demandes d'explication de vote? Je n'en vois pas. Hein, Monsieur le Président Sueur. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, moi je voulais tout simplement dire que le travail fait par la Commission était très important. Le rapport qui a été fait par Madame de Montes, par Monsieur Le Sèvre, Monsieur Barbier et Monsieur Michel est de haute qualité. Il y a eu beaucoup d'investigations, beaucoup d'auditions, et nous sommes tous porteurs de ce rapport. Et nous pensons véritablement qu'il est nécessaire de considérer quand il y a une altération du discernement, ce doit être un facteur d'atténuation de la peine, et nous voulons le marquer fortement, de manière explicite. Et d'autre part, Madame la Ministre, il va de soi pour nous que cela doit aller de pair avec des garanties concernant l'obligation de soins pendant et après la détention. Merci, Monsieur le Président Sueur. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 92 qui a été présenté par le gouvernement et qui a reçu un avis défavorable de la Commission. Madame la Ministre, vous voulez vous exprimer? Madame la Ministre, vous souhaitez vous exprimer? Non, je vous en prie. Le sujet
sujet est important. Je pense que les sénatrices et sénateurs acceptent qu'on passe encore un petit peu de temps. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Simplement, moi, la préoccupation, comme je l'ai dit tout à l'heure, la préoccupation, c'est éviter une rigidité. Bon. J'entends l'argument, en tout cas l'argumentaire que vous avez développé, aussi bien Monsieur le sénateur Le Cerf que Monsieur le Président Hyest. Je dis simplement qu'il y a des situations d'altération plus légères qui ne justifieraient pas une réduction d'un tiers de la peine. Alors, j'entends quand vous dites que les situations inquiétantes, celles qui vous préoccupent et qui nous préoccupent, parce que ces personnes, vous avez dit, ont souvent des tendances suicidaires, elles ont aussi des tendances agressives, et en tout état de cause, en milieu carcéral, leur situation s'aggrave. Donc, il y a danger pour elles-mêmes, danger pour les personnels pénitentiaires et danger potentiellement pour la société, parce que quand ces personnes vont sortir, elles vont sortir dans un état d'altération psychologique plus important. Donc, c'est à prendre en considération et c'est extrêmement important. Mais moi, ce que je crains, c'est qu'avec cette barre du tiers, dont je comprends la logique, il faut sortir de ce que vous avez appelé ce paradoxe où la fragilité psychologique de la personne génère plutôt de la peur, aussi bien chez les experts que chez les magistrats, une crainte de responsabilité si on atténue la peine ou si on ne prononce pas une peine d'incarcération, et on est dans ce paradoxe où la peine prononcée est effectivement plus lourde. Donc je comprends l'intention du législateur, en l'occurrence de vous, d'inverser plutôt la logique et de dire qu'une altération du discernement doit être prise en considération comme plutôt une circonstance atténuante. Moi, ce que je crains, c'est qu'en fixant la barre à une réduction d'un tiers, lorsque l'altération est légère, plutôt que de prononcer un tiers qui va paraître une trop forte réduction par rapport au niveau d'altération, que la juridiction décide de ne pas en tenir compte du tout. Moi, c'est mon inquiétude. C'est mon inquiétude. Bon, je la soumets. Je suppose que dans les travaux que vous avez conduits, les auditions, vos réflexions, vous en avez tenu compte. Mais je veux vous soumettre ça. Le risque me semble réel qu'on ne prenne pas en compte une altération qui justifierait une réduction moindre que le tiers de la peine. Voilà. Alors que cette altération est réelle et que elle justifierait une prise en compte. Merci. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le rapporteur. Je ne veux pas allonger les débats qui sont déjà très longs, mais juste un mot. D'abord, c'est la peine encourue qui sera réduite, non pas la peine prononcée. Et deuxièmement, ça dépendra du rapport d'expertise qui aura été fait. Car dans ce cas-là, il y aura un rapport d'expertise psychiatrique. Bon. Donc, si l'altération est légère, on a entendu tous les psychiatres que la France connaît, plus des présidents de cour d'assises, etc., etc. Si l'altération est légère, la conclusion sera qu'il n'a pas lieu à prononcer, c'est tout. Parce que le rapport d'expertise conclura que, voilà, que ça n'a aucune répercussion, je dirais, sur le fait de délinquance, c'est tout. Donc, je crois qu'il n'y a pas de souci à avoir là-dessus. Ce que nous l'avons fait en toute connaissance de cause, et après avoir nous s'être déplacés en Suisse, en Belgique, etc., etc. Et je crois que, personnellement, je m'oppose encore à l'amendement du gouvernement. Merci, monsieur le rapporteur. Je vais donc mettre aux voix l'amendement du gouvernement qui a reçu un avis défavorable de la commission. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Merci. Abstention? Merci. L'amendement n'est pas adopté. Je mets aux voix l'amendement 64 qui a été présenté par notre collègue Madame Benbassa, qui a reçu un avis favorable de la commission et par voie de conséquence défavorable du gouvernement. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Abstention. L'amendement 64 est adopté.
Voilà, vous l'avez vu, les sénateurs ont donc eu gain de cause sur l'atténuation de la peine en cas de maladie mentale. Ils ont adopté cet amendement d'Esther Benbassa, sénatrice écologiste, et ont ensuite adopté l'article, qu'il soit de gauche comme de droite. On passe tout de suite à un autre moment clé de la séance d'hier soir, l'article 8 consacré à l'autonomie de la contrainte pénale. Cette peine qui est l'une des mesures phares du projet de loi. Alors, il y a d'une part le gouvernement qui veut que ce soit une peine alternative, que les juges puissent prononcer pour tous les délits qui sont passibles de 5 ans de prison ou moins, une peine qui peut être une peine alternative à la prison. D'autre part, il y a le point de vue du rapporteur Jean-Pierre Michel qui, lui, veut que cette peine soit la seule peine qui puisse être prononcée pour un certain nombre de délits. Tout de suite, retour au débat. Nous arrivons à l'article 8 ter. J'ai une demande de parole de notre collègue André Richard. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. L'article 8 ter que nous allons examiner maintenant vise à faire de la contrainte pénale une nouvelle peine autonome. Celle-ci ne serait donc plus, au terme de cette proposition, un aménagement de peine. Elle remplacerait purement et simplement les peines de prison pour un certain nombre de délits, à savoir, sous réserve de ce que nous dira monsieur le rapporteur tout à l'heure, le vol simple et le recel de vol simple, la filouterie, la destruction, la dégradation ou la détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes, le délit de fuite, le délit d'usage de stupéfiants, le délit d'occupation des halls d'immeubles et les délits prévus par le code de la route. Je voudrais dire ici d'emblée que le groupe UMP y est très défavorable pour plusieurs raisons. La première, nous sommes saisis de cet article 8 ter à la suite d'une proposition d'amendement de monsieur le rapporteur que la commission des lois a approuvé par une voix de majorité. Or, cet article, qui ne figurait pas dans le texte initial, est d'une telle importance pour le dispositif pénal dans sa globalité qu'il nous semble qu'il n'a pas donné lieu à suffisamment de réflexion pour nous engager dans la voie proposée. Car de fait, et c'est ma deuxième raison, en remplaçant la peine de prison pour certains délits tels que proposés, dans certains cas d'ailleurs des délits punis jusqu'à 3 ans d'emprisonnement, quel signal donnons-nous d'une part aux délinquants et d'autre part à nos concitoyens? Dans la mesure où la contrainte pénale apparaît comme un concept flou, j'ai entendu tout à l'heure les termes de sanctions à géométrie variable utilisés dans le débat. C'est un signal d'impunité que l'on va donner aux délinquants. Quant à nos concitoyens, alors même qu'il s'agit de restaurer la confiance qu'ils ont dans leurs institutions, est-ce bien le moment de nous engager dans une voie qu'ils ne comprendront pas, et pour cause, puisque tout simplement cette voie n'est pas claire. Qu'on le veuille ou non, dans notre pays, la peine de prison structure le système pénal. Elle est un symbole qui imprime dans l'esprit de chacun la gravité de l'acte qui viole la loi. En abaissant, comme veut le faire cet article 8 ter, l'échelle des peines, on marque d'une part une sorte de renoncement et on touche d'autre part à la structure de l'échelle des peines qui, on en est, je pense, tous conscients ici, n'en a pas franchement besoin. J'ai bien compris à cet égard que Madame la garde des Sceaux avait confié une mission à Monsieur Cotte pour revoir l'échelle des peines. Dès lors, est-ce bien le moment d'anticiper les conclusions de cette mission? Ce que demande la société, c'est une sanction adaptée à la faute, dans une échelle des peines juste et compréhensible. Et dans cette échelle, la prison trouve bien entendu encore sa place. Pour autant, comme cela a été dit, au groupe UMP, nous ne sommes pas arc-boutés sur le tout carcéral. Et nous encourageons vivement le recours aux aménagements de peine quand c'est possible. Celui-ci a d'ailleurs largement progressé ces dernières années, comme l'a rappelé tout à l'heure notre collègue le président Hyest dans son intervention en discussion générale. Mais il nous semble que ces aménagements de peine doivent s'associer à la crainte d'une peine privative de liberté qui en constitue le préalable. Le condamné peut se voir condamné à une peine de prison qu'il pourra voir ensuite transformée avec ou sans délai en un aménagement de peine si le magistrat le pense souhaitable. À cet égard, on peut même considérer que la contrainte pénale instaurée en peine autonome constitue en fait une vraie contrainte imposée aux magistrats qui ne pourront plus apprécier
la personnalité du délinquant dans le contexte de la faute qu'il a commise. Enfin, pourra-t-on, avec cette nouvelle sanction pénale, mettre fin à ce que M. le Président Hyest appelait tout à l'heure le scandale de l'inexécution des peines? Empêchera-t-on pour autant sérieusement ou freinera-t-on la récidive? On sait bien que les deux phénomènes sont dus pour l'essentiel à l'absence de moyens. On ne fait pas assez dans ce pays pour la probation et la réinsertion. Or, cette contrainte pénale, ajoutée aux aménagements de peine qui vont encore se développer, va nécessiter beaucoup de moyens. Madame la garde des Sceaux nous a indiqué quels moyens elle comptait mobiliser pour accompagner ce projet de loi. Acceptons-en l'augure. Mais je crains fort que de la même façon que la grande loi que constituait la loi pénitentiaire de 2009, qui n'a pas trouvé les financements adéquats pour permettre sa pleine et entière application, à l'instar de cette loi, je crains qu'il en soit de même pour ce nouveau texte que vous vous apprêtez à voter aujourd'hui. La situation des finances publiques, mes chers collègues, s'impose à tous, que l'on soit de droite ou de gauche, et ce n'est pas à la veille d'une discussion sur le projet de loi de finances rectificative que je dois le rappeler dans cet hémicycle. Pour toutes ces raisons, je suis d'avis qu'il ne faut pas voter cet article 8 ter, et je vous remercie de votre soutien à cet égard. Merci, chers collègues. Je suis saisie de 3 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. L'amendement numéro 13, c'est M. Buffet qui le présente. M. Richard Oui. Il est défendu, Madame le Président. Je viens de faire une prise de parole à cet égard qui était assez claire. Merci, chers collègues. Le 29 rectifié, M. Détraigne. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, cet amendement est le même que celui de notre collègue Richard. Nous arrivons avec l'article 8 ter du projet de loi, si je puis dire, au cœur des modifications qui ont été proposées par notre rapporteur et qui ont été adoptées en commission. Avec ces dispositions, nous avons purement et simplement, la commission a purement et simplement, à l'instigation du rapporteur, modifié la nature même de la contrainte pénale. En effet, la contrainte pénale nous était présentée comme une nouvelle possibilité qui était offerte au juge en complément des possibilités déjà existantes d'accroître sa liberté de choix et de trouver la réponse la plus adaptée. Avec l'article 8 ter tel qu'il a été introduit par la commission, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Cet article supprime la peine de référence actuellement en vigueur, qui est l'emprisonnement, et ce n'est pas nouveau, qui est de longue date l'emprisonnement, qui pour toute la population est la peine de référence, pour imposer, dans un certain nombre de cas, la contrainte pénale. Je dis bien imposer, puisqu'il n'y aurait plus le choix, ça serait obligatoirement la contrainte pénale ou rien. Et on porterait ainsi atteinte à la libre appréciation du juge, alors qu'au contraire, et c'est dit dans l'exposé des motifs de cette loi a aussi pour objectif de compléter la gamme des réponses que le juge peut apporter à un délit. Le système proposé fait donc disparaître la peine de prison. On aurait pu imaginer qu'elle perdure au moins en cas de récidive, mais non, elle ne perdure pas même en cas de récidive. 5, 6, 7 récidives de détérioration, de dégradation, et l'emprisonnement ne pourra toujours pas être prononcé par le tribunal correctionnel. On ne peut donc pas faire abstraction du message qui est envoyé à nos concitoyens lorsque l'on décide de supprimer des peines d'emprisonnement pour une série de délits, même s'il nous est proposé maintenant de sortir de cette liste le vol et le recel de vol. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, il y a 7 cas où cette peine aurait pu être appliquée en concurrence avec l'emprisonnement. On sauvegarde le délit de vol simple et recel de vol simple, mais les 6 autres cas tombent sous le coup de la proposition du rapporteur. Donc là, il nous semble qu'on donne un message très mauvais à la population et aux délinquants en puissance.
Monsieur le rapporteur, votre proposition avec l'article 8 ter n'est pas acceptable. Et je dirais qu'elle n'est pas acceptable pour 3 raisons que je tire d'ailleurs de l'amendement déposé par Madame la garde des Sceaux. Elle procède d'une confusion sur l'objectif et le contenu de la peine de contrainte pénale. Elle complexifie la répression et elle aboutit finalement à un affaiblissement de la répression. Nous partageons pleinement l'analyse de Madame la ministre et donc nous proposons de supprimer l'article 8 ter. Merci, chers collègues. Madame la ministre, je vous invite à présenter l'amendement 98. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, effectivement, le gouvernement souhaite supprimer cet article que vous avez introduit. Je me suis exprimée à l'occasion de l'audition, de mon audition devant vous en commission des lois, en vous rappelant, en vous indiquant que la logique de la conception de la contrainte pénale était liée à la nécessité d'assurer un suivi de l'auteur de l'infraction et que cette conception liée à la contrainte pénale, donc à la personnalité qui justifie ce suivi, qui n'existe dans aucune, ni dans les alternatives à l'incarcération, ni dans les possibilités d'aménagement de peine. Vous changez la logique, ce qui se conçoit, mais vous changez la logique puisque vous faites la contrainte pénale se référer à des types d'infractions. Je vous ai expliqué, effectivement, comme le rappelait Monsieur le sénateur Richard, que je suis d'accord qu'il y a à mettre de l'ordre dans le droit des peines, et c'est pour ça que cette mission a été confiée au président Bruno Cotte. Il y a cela, le fait que pour nous, la contrainte pénale, elle est liée à la personnalité, au profil qui mérite ce suivi très très ajusté, qui s'adapte, qui s'intensifie, qui s'allège selon les besoins et qui s'évalue. Et vous la liez à une liste d'infractions. Ensuite, il y a le fait que lorsque vous liez à cette liste d'infractions, disons, en y mettant des guillemets, qu'il s'agit de petites infractions. Nous sommes d'accord ? Or, la contrainte pénale, ce n'est pas une petite contrainte pénale qu'on fait, ce n'est pas une petite peine que nous sommes en train de mettre en place. Nous sommes en train de mettre en place une peine spécifique dans sa composition et qui doit donner des résultats parce qu'elle est conçue comme devant assurer un suivi le plus proche possible. Donc, sur ces 2 points, vous concevez une contrainte pénale qui n'est pas de la même logique, qui ne relève pas de la même logique que la contrainte pénale que le gouvernement a introduit dans ce texte de loi. Ensuite, il y a quand même, parce que je regardais la liste, peut-être qu'il est bon pour éclairer l'ensemble des sénatrices et sénateurs de rappeler la liste des infractions que vous avez prévues, si vous voulez avoir l'amabilité de me repasser, parce que nous pensons qu'il y a d'autres infractions qui auraient leur place éventuellement dans cette disposition qui consiste à exclure des infractions de toute peine d'emprisonnement. Parce que c'est ça votre démarche, c'est faire en sorte que sur un certain nombre d'infractions, les peines prononcées puissent être quelques peines qui existent déjà dans notre code, voilà, et ou la contrainte pénale. Alors, je rappelle que la contrainte pénale, comme elle est conçue justement pour suivre, elle est contraignante. Donc, c'est un dispositif qui est relativement lourd. Sa durée minimale est de 6 mois. Il y a un certain nombre d'infractions pour lesquelles il n'y a pas nécessité d'un dispositif aussi lourd. Alors, vous n'en faites pas une réponse exclusive, donc dans certaines situations, effectivement, la juridiction pourra prononcer autre chose, notamment un travail d'intérêt général. C'est pas la bonne page. Ah si, pardon. Un travail d'intérêt général ou autre chose, mais il y aura des situations où le travail d'intérêt général ne correspondra pas, soit à la situation de la personne, soit à sa personnalité, soit à ses capacités, où le stage de citoyenneté peut-être ne sera pas la bonne réponse,
et où finalement la contrainte pénale sera prononcée, peut-être pour en tout premier acte, peut-être pour une personne, pour un acte où il y a une relative dimension accidentelle, une personne qui n'est pas en train de s'installer dans la délinquance, mais qui, dans des circonstances particulières, a commis. Donc voilà, ça me paraît, à ces moments-là, ce sera vraiment le marteau pour écraser la mouche. Donc dans ces circonstances-là, dans ces cas-là, la contrainte pénale sera trop lourde. Les délits que vous avez retenus, donc je crois que vous avez supprimé, la commission a supprimé le vol simple. Par contre, il reste la filouterie, les destructions, dégradations et détériorations qui ne présentent pas de danger pour les personnes commises sans circonstances aggravantes, le délit de fuite, le délit d'usage de stupéfiants, le délit d'occupation des halls d'immeubles, les délits prévus par le Code de la route. Alors là, on a un vrai sujet. Vous savez que nous travaillons avec le ministère de l'Intérieur. Vous aviez envisagé, et nous aussi, la commission de Nadal, par exemple, l'avait envisagé aussi, nous avons réfléchi à la contraventionnalisation de certains délits routiers. Il y a la question, bien entendu, du risque de relâchement de vigilance s'il y a cet affichage d'abaissement des peines. Par rapport à la liste que vous avez donnée, il y a quand même quelques infractions qui justifieraient que les peines qui peuvent être prononcées ne soient pas des peines d'incarcération. Par exemple, certaines blessures volontaires, par exemple la violation de domicile, c'est-à-dire l'occupation sans titre ou sans droit de domicile, par exemple l'abandon de famille. Pour l'instant, ce sont des infractions qui donnent lieu à qui sont punies dans notre code pénal potentiellement par des peines d'incarcération et qui seraient justifiées d'exclure de la possibilité de prononcer des peines d'incarcération. Donc je pense que, compte tenu de ce que je vous ai dit sur les deux éléments qui divergent par rapport à l'approche et à la conception que le gouvernement qui a inspiré le gouvernement pour la contrainte pénale, compte tenu du fait que justement la nécessité de refondre le droit de la peine et qui s'exprime par le fait que vous choisissez un certain nombre d'infractions, qu'on peut concevoir que certaines, d'ailleurs vous-même vous avez estimé que certaines devaient en être exclues, puisque votre commission a supprimé le vol simple, que moi je peux vous dire qu'il y en a qui pourraient y être incluses. Je pense que peut-être il est prématuré d'introduire cette disposition. Bon, je ne suis pas sûre de vous avoir convaincu, malgré tous les efforts assez évidents, manifestes, presque physiques que j'ai accomplis pour vous expliquer cela. Mais voilà la position du gouvernement. Et évidemment, j'attends en grande sérénité le vote de votre Assemblée. La ministre. Monsieur le rapporteur, donc l'avis de la commission sur les amendements. La commission des lois a émis un avis défavorable à ces trois amendements puisqu'elle a voté très majoritairement le nouvel article 8 ter. Pour quelle raison? Cet article 8 ter, M. Reichardt, ne vient pas de rien. Il vient de loin. Il vient, pour ce qui nous concerne en France, d'abord de la préconisation 36 du rapport de M. Rimbourg, qui dit « Créer une peine de contrainte pénale, il s'agirait d'une peine principale se substituant à l'emprisonnement pour certains délits. » Alors, qu'est-ce que j'ai voulu faire? J'ai fait ce que, à la suite des auditions nombreuses que nous avons faites en commission, des visites que j'ai faites à la Cour de cassation, la conférence de consensus n'est pas prononcée vraiment, pas vraiment. Mais l'idée, c'est que la contrainte pénale est une peine autonome qui se substitue à la peine d'emprisonnement. Voilà. Et qu'en matière délictuelle, on doit être sur un triptyque, la prison, la contrainte pénale, les peines pécuniaires et les peines pécuniaires. Pour que ce triptyque existe, il faut bien que concurremment avec ce que propose le projet de loi, on prévoit, c'est un début, Madame le garde des Sceaux, si vous voulez allonger la liste, tous vos amendements seront les bienvenus, qu'on prévoit pour un début que pour un certain nombre de délits, la peine de prison n'est plus encourue. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis opposé, et la Commission m'a suivi, à ce qu'en 2017, il y ait un basculement automatique vers tous les délits. Car je pense qu'en 2017,
le bilan il devrait être fait aussi sur cet article 8 s'il est maintenu, comme je le souhaite. Et qu'à ce moment-là, on verra ce qu'on fait de la contrainte pénale et à quel délit on pourra l'appliquer de façon autonome, sans peine de prison encourue. Je veux mettre dans la tête de l'opinion publique, des magistrats, etc., qu'il y a 3 sanctions possibles. Et d'ailleurs, les nombreuses auditions que nous avons faites, presque toutes, ont été d'accord avec cette position. Je passe sur la commission consultative des droits de l'homme, je passe sur l'audition très forte de Robert Badinter à cet égard, je passe sur l'audition de Mme Mireille Delmas-Marty, je passe sur l'audition du rapporteur de Mme professeur Herzog-Evans, je passe sur l'audition de Monsieur le professeur Xavier Pain, etc., etc. Et donc, voilà les raisons pour lesquelles j'ai proposé cet article 8 qui est prudent. Il est tellement prudent d'ailleurs que j'ai entendu ce qui a été dit en commission des lois, notamment par Jean-René Le Cerf et par aussi Yves Détraigne sur le vol, disant bon là c'est un mauvais signal. Le vol simple, ça peut être autant le vol du micro-sillon ou du rouge à lèvres dans le grand magasin, mais aussi le fourgon plein d'argent. Bon, c'est vrai. Donc j'ai retiré le vol simple. Si vous voulez qu'on mette les délits de famille, abandon de famille, etc., on peut les rajouter. Voilà. Mais le principe, je veux l'introduire dès maintenant dans la loi. La contrainte pénale est destinée à être une peine autonome pour revoir l'échelle des peines des délits et pour un certain nombre de délits. Et je pense qu'il faut le dire maintenant. J'aime beaucoup les commissions, elles sont très bien. Elles sont présidées par des gens qui sont des amis, qui sont excellents, mais je remarque qu'elles débouchent très peu, sauf la conférence de consensus pour l'instant. Et donc, prenons comme fondement, comme base, ce projet de loi et introduisons d'ores et déjà cette petite idée que la peine de contrainte pénale est une peine autonome pour laquelle, pour les délits et les délits auxquels elle s'applique, la peine de prison n'est pas encourue. Voilà quelle est la philosophie de cet article 8 qui ne révolutionnera pas, je crois, notre droit pénal, mais qui, à terme, c'est vrai, si le bilan de 2017 le démontre, est destiné à aller plus loin. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre. Madame la ministre, par cohérence, je peux considérer que vous êtes favorable aux 2 premiers amendements puisqu'ils sont identiques aux vôtres. Hein. L'amendement 13 et l'amendement 29 rectifié. C'est des amendements de suppression. Oui, bien entendu. Moi, je croyais qu'il fallait être favorable à un seul. Dans ce cas, si c'est un seul, je suis favorable à l'amendement du gouvernement. S'ils sont rédigés absolument... ah ben oui, c'est des suppressions. C'est des suppressions... Ça fait un tout. J'en profite pour dire... parce que je crois qu'il faut, en tout cas, moi je sens que moralement dans ma tête, je dois assumer cela, parce que je le pense. Je pense qu'il y a un risque. Il n'y a absolument pas l'intention, je n'en doute pas une seconde, parce que d'abord, travaillant depuis suffisamment longtemps pour connaître votre esprit, je connais votre démarche, je connais votre philosophie, et en plus, tel que vous présentez les choses, il n'y a aucun risque au niveau de l'intention, aucun doute possible. Mais lorsque nous observons dans le passé, ce qui s'est passé, c'est que la tendance est à l'aggravation de la répression. C'est-à-dire qu'il est quand même possible que là où aujourd'hui on prononce des stages de citoyenneté ou des travaux d'intérêt général, il est quand même possible qu'on prononce de la contrainte pénale. On l'a vu notamment avec le bracelet électronique. Lorsqu'il est arrivé, c'était censé, la surveillance électronique était censée apporter une solution essentiellement d'aménagement de peine, donc d'exécution d'une sanction en milieu ouvert, et on s'est rendu compte que le bracelet électronique a été utilisé dans un champ plus large et qu'on a eu plutôt une descente
par rapport au niveau d'infraction, donc une sanction, un niveau relativement lourd de sanctions qui a touché des infractions qui étaient plus basses. Donc moi, je le dis, je me trompe peut-être complètement, mais la contrainte pénale, qui est une sanction lourde, et ceux qui disent que c'est un aménagement, etc., non, tel que c'est conçu, c'est une sanction lourde. Sa durée, c'est de 6 mois à 5 ans. C'est une sanction lourde. Les obligations sont plus larges que ce qu'on connaît aujourd'hui dans le sursis avec mise à l'épreuve. Les interdictions, pareillement. L'exécution est immédiate. L'évaluation se fait de façon immédiate et est renouvelée régulièrement. Donc la contrainte pénale est une vraie peine avec ses contraintes et ses lourdeurs. Donc voilà, moi j'attire l'attention, parce qu'il arrive qu'on ne fasse pas, que ce qu'on produise ne corresponde pas absolument à ce qu'on veut faire. J'attire quand même l'attention sur ça. Voilà, je le dis. Donc évidemment, je donne un avis favorable à moi-même, en l'occurrence, à l'amendement du gouvernement, et concomitamment, puisque l'occasion m'est offerte de vous être agréable, vous me le revaudrez. Merci. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Cukierman pour une explication de vote. Oui, je crois que j'entends ce que vous dites, Madame la Ministre, et sur le fond, je le partage. Après, je crois que faire de la politique, c'est aussi parfois faire preuve de pragmatisme. Et je crois que sur cette question, et notre rapporteur l'a bien expliqué, le souhait de la Commission, ce n'était pas d'affaiblir cette nouvelle sanction qui est la contrainte pénale, mais au contraire de lui donner de la visibilité et éviter finalement qu'au-delà de l'affichage législatif, elle soit réellement utilisée, mise en œuvre dans les différentes juridictions. Et c'est en ce sens que nous avons soutenu l'amendement du rapporteur et que nous soutiendrons finalement la rédaction en l'état de l'article 8 ter. Alors j'entends les risques que vous pointez. Je crois qu'ils sont à mettre en balance aussi, si nous pouvons nous exprimer ainsi, sur effectivement un autre risque qui serait celui finalement de l'appauvrissement, voire de la réduction à la portion la plus congrue de l'utilisation de la contrainte pénale, parce que par facilité, par tradition d'usage, elle serait finalement très peu utilisée, très peu mise en œuvre, et nous pourrions nous retrouver en 2017 avec une utilisation assez faible. Si je dis cela, c'est parce que les choix de la Commission, les choix issus du vote de l'Assemblée nationale en séance plénière, n'ont pas fait que la contrainte pénale soit élargie à tous les délits. Je ne reviens pas au débat que nous avons eu précédemment. Un certain nombre de critères, de contraintes, si j'ai envie de dire, à la contrainte pénale ont été validés par l'Assemblée nationale, et que dès lors, il nous semblait important et en tout cas intéressant, à travers la rédaction de cet article 8 ter, de pouvoir avoir sur un certain nombre de délits identifiés la suppression de la peine de prison et du coup la contrainte pénale avec les autres alternatives également proposées. Que ce soit cet ensemble-là qui soit en tout cas proposé à l'appréciation des juges. Donc voilà, moi j'entends ce que vous dites, je crois aussi, voilà, mais vous l'avez très bien dit, qu'il ne faut pas qu'il y ait de malentendus en tout cas entre nous. Alors peut-être que les uns et les autres n'utilisons pas les bons arguments, mais je crois qu'en tout cas la volonté des uns et des autres, c'est que la contrainte pénale réussisse et qu'effectivement on puisse sortir de ce système où
la seule sanction qui vaille dans notre pays serait la case prison, quel que soit finalement le délit. Donc voilà, en tout cas, à ce jour, il va y avoir une CMP, mais je ferai peut-être comme certains de mes collègues le regret que nous soyons en procédure d'urgence. Et finalement, je crois que sur ce point-là, mais comme sur d'autres, une deuxième lecture aurait pu être bénéfique et enrichir, approfondir le texte et donner tout le sens à ce que vous aviez initialement souhaité. Donc voilà, je crois que d'ici la CMP, on peut encore essayer d'avancer et de travailler pour trouver la solution la meilleure possible. Chers collègues, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, j'ai le plaisir de vous informer que la France est qualifiée pour les huitièmes de finale et qu'elle affrontera le Nigeria. La parole est à notre collègue, c'est Monsieur Buffet, je pense, qui a demandé la parole. Oui, Madame le Président, Madame la Ministre, moi, une fois n'est pas coutume, je volerai bien à votre secours. Car à l'instant, non, c'est sérieux, à l'instant où nous parlons, je ne sais pas où est la vraie contrainte pénale. Il y a celle proposée par le gouvernement, par vous-même, comme une alternative à la détention, qui s'applique à des délits ou des crimes, en tous les cas des infractions, des délits, pardon, à des infractions où une peine de prison est encourue. Et que dans ces conditions-là, face à cette peine encourue, il y a une liberté de pouvoir dire et de choisir la contrainte pénale. C'est effectivement dans ce cas-là une vraie alternative qui est offerte, une possibilité de faire. Et puis dans le cas de cet article dont nous discutons, il n'y a plus cette peine encourue de détention. Elle disparaît puisque la contrainte pénale devient une infraction, une sanction en dehors de toute autre référence compte tenu de la liste des faits qui sont visés. Que se passe-t-il? Et je suis d'accord avec vous, je suis donc en désaccord avec la proposition faite par le rapporteur. C'est que la notion de peine encourue est en toute hypothèse à l'égard des délinquants potentiels un message fort qui est envoyé pour dire en cas de commission de telle ou telle infraction, vous risquez la prison. Et nous savons ensuite que devant le tribunal, le magistrat a la liberté de choisir. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a un risque réel en supprimant avec cet article le fait qu'il n'y ait plus de peine de prison encourue, de voir une évolution importante dans l'échelle des peines qui existent aujourd'hui dans notre droit pénal et de voir les comportements des délinquants parfaitement changer, car il n'y aura plus cette crainte potentielle de devoir aller exécuter une peine en détention. C'est la raison pour laquelle nous voterons évidemment d'abord notre amendement, cette fois-ci par préférence, mais s'il lui advenait un funeste destin, on se rallierait au vôtre à ce moment-là. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Richard. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, je ne vais pas être très long puisque je me suis exprimé tout à l'heure sur cet article, mais c'est l'intervention de Monsieur le rapporteur qui me fait réagir. Finalement, Monsieur le rapporteur, vous souhaitez inscrire cette contrainte pénale comme peine autonome dans le code pénal. Vous le disiez, finalement, en principe, comme un principe, vous souhaitez introduire cette contrainte pénale entre d'une part les sanctions financières, enfin bon, l'amende pour être plus clair, et puis la peine d'emprisonnement. Et je dirais presque, en vous entendant, peu importe les délits qui sont concernés par cette contrainte érigée en peine autonome. Vous nous dites, ce matin, sur la base des propositions faites par certains de nos collègues, membres de la Commission, j'ai renoncé à inscrire cette peine pour le vol simple. Moi, je n'étais pas en commission ce matin parce que j'étais retenu ailleurs, mais j'ai appris ça tout à l'heure. Donc voilà, on considère que soudain, le vol simple n'est plus punissable de cette contrainte pénale, mais donc va retomber dans la règle de droit commun, donc l'emprisonnement.
juste question pour m'informer, parce que quand même, on va voter là tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait du recel de vol simple? Enfin bon, y a-t-il... Bon, et puis vous dites même à Madame la Ministre, si vous voulez en rajouter d'autres, bah, écoutez, rajoutez-en. Non, attendez, on est en droit pénal, là. On est en droit pénal, là. Est-ce qu'on peut quand même... Franchement, il ne s'agit pas d'ériger un principe. Il y a des gens qui vont tomber sous le coup de cela. Je ne sais pas, la société nous regarde. Quelle image donnons-nous? Quelle image donnons-nous excusez-moi, de cette impunité, de quel délit, comment, enfin... Moi, j'estime, excusez-moi, je reprends mes termes à moi, mais j'illustre un peu ce que voulait dire Madame la Ministre, si elle l'autorise. Cette affaire n'est pas mûre. Excusez-moi de le dire comme ça, elle n'est pas mûre. Pourquoi ne pas attendre? Effectivement, dans la mesure où une mission a été donnée au professeur Cotte de réfléchir à une échelle des peines dans ce pays, et on en a besoin. Tout le monde le sait, on en a besoin. Pourquoi on n'attendrait pas et on laisse au rôle de contrainte pénale, enfin la contrainte pénale, le rôle que le gouvernement y voyait, si tant est que vous le souhaitiez, et que ce soit voté par le Parlement, à savoir une substitution à une peine d'emprisonnement pour les raisons que vous souhaitez, bien que je ne sois pas tout à fait favorable à ça, pour empêcher la récidive. Merci, Monsieur Richard. La parole est à Monsieur Capo-Canella. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, une fois n'est pas coutume, effectivement, je reprends la formule, nos vues convergent. Nous avons, sur ce point ponctuel, un point d'accord. Nous pensons que les dispositions introduites par la Commission étendent fortement à l'effet de la mise en œuvre de la contrainte pénale, l'étendent trop, et tuent la notion d'expérimentation, la notion de progressivité, la notion de recherche d'alternatives à la prison, sans s'interdire que la prison puisse être également une option. C'est ça la difficulté. C'est comment faire un pas plus loin après la loi pénitentiaire sans se priver aussi de la solution ultime de la prison. Et la liste des délits qui est jointe, même délestés, si vous me passez ce mot, des vols et des recels de vols, ce dont il faut donner crédit au rapporteur, d'avoir eu ce matin le courage et l'honnêteté de présenter cet amendement, qui est positif, mais même délestés de ces deux délits, la liste induit que pour une série de délits, le risque de la prison n'existe plus. Il faut sans doute considérer que la prison est un élément fort qui n'est mis en œuvre que dans des cas extrêmes. Pour autant, s'en passer, c'est aussi donner un signal, et donner un signal potentiellement à des auteurs multiréitérants, en disant, pour cette catégorie-là de délits, jamais vous ne risquez la prison. C'est quand même un signal fort. Pour les victimes, c'est encore plus un signal, mais cette fois un signal d'abandon de la société qui donne le sentiment que l'infraction, le délit qu'ils vont subir n'aura pas forcément une réparation, n'aura pas forcément une sanction aussi forte qu'auparavant avec la prison. Alors autant on peut entendre qu'il faut développer des alternatives à la prison, autant empêcher le juge, en fonction de la personnalité, d'individualiser la sanction et en fonction des circonstances aussi, l'empêcher de choisir soit la contrainte pénale, soit l'emprisonnement, ça nous paraît un signal manifestement excessif. Et puis je veux dire que dans ces sujets extrêmement difficiles et un peu passionnels, il nous faut faire preuve de pédagogie. Et vous nous proposez un pas important. Je pense qu'il est dénaturé là si on franchit l'étape qui nous est proposée. Et la parole est à Madame Tasca. Merci Madame la Présidente. Moi, je voudrais un peu dédramatiser le débat que nous sommes en train de mener sur cet article
8 ter. Alors j'entends bien les interrogations, les inquiétudes exprimées par le gouvernement et il est dans son rôle, notamment par rapport aux interrogations que nous avons tous sur ce que peut être la compréhension de l'opinion par rapport à une réforme comme celle-ci. Mais enfin, je ne crois pas que cet article 8 ter marque une rupture avec la logique de la loi que nous examinons. Il ne change pas la nature profonde de la contrainte pénale. D'ailleurs, Madame la Ministre, vous avez bien dit vous-même, la contrainte pénale est une peine, est une vraie peine et une peine lourde. Donc on ne change pas de nature. Et une chose qui est apparue et qu'on oublie peut-être d'évoquer ce soir, dans toutes les auditions très nombreuses auxquelles a procédé le rapporteur, et pour ma part j'en ai suivi un très grand nombre, il est apparu que la majorité des acteurs de la chaîne pénale s'interrogent sur la réalité de cette contrainte pénale. Ils se posent tous des questions, mais qu'est-ce que c'est? Où est-ce que ça se situe dans l'échelle des peines? Comment ça va se traduire concrètement? Et moi, je pense que notre rapporteur s'efforce, en nous proposant ce pas de plus, de donner une réalité à la contrainte pénale et justement de définir un champ qui permettra de mieux toucher la réalité de la contrainte pénale. Il le fait d'une manière qui reste tout de même relativement modérée, puisqu'il a lui-même suggéré de restreindre la liste des délits passibles de contrainte pénale sans être passibles de l'emprisonnement, en supprimant en effet le vol et le recel. Je rappelle aussi qu'il s'agit de délits dans tous les cas sans atteinte physique aux personnes, ce qui est tout de même fondamental. Donc c'est un champ qui reste modeste et je rappelle que nous sommes tous en interrogation sur l'utilité de la prison. C'est le point de départ d'ailleurs de la réflexion que nous menons tous ensemble et que vous avez fort bien mené, Madame la Ministre. Nous sommes en interrogation sur l'utilité de la prison. Donc il faut bien à un moment qu'on mette les mains dans le cambouis sur ce sujet et que l'on s'efforce d'apporter une réponse dans la loi, par la loi, à cette interrogation profonde sur l'utilité de la prison. Alors je crois quand même que le constat, il est très largement partagé, non seulement sur le fait que ça n'est pas toujours une sanction efficace, mais même qu'elle produit des effets contraires à ce que l'on recherche, c'est-à-dire tout de même l'harmonie sociale, arriver à ce que, après le délit, il y ait une voie à suivre pour ne pas plonger forcément dans la prison. Donc moi, je crois que la proposition demeure modérée. Maintenant, je sens bien toutes les interrogations, toutes les réticences. Je dis simplement qu'il serait bien de ne pas dramatiser sur ce sujet et d'en faire un affrontement, mais plutôt peut-être d'utiliser le peu de temps qui nous reste d'ici la commission mixte paritaire, si le texte devait être adopté, donc le temps qui nous restera pour essayer de tirer profit de la proposition que nous a fait le rapporteur, sans forcément considérer qu'il y a là une contradiction frontale avec l'esprit de la loi. Je pense que cette réflexion mérite d'être menée. Merci, Madame Tasca. La parole est à Monsieur Détraigne. Non? Merci. Monsieur Le Cerf. Oui, merci Madame la Présidente. Je crois effectivement qu'on est à un moment important de la discussion et je n'ai jamais regretté autant la procédure accélérée.
je dois reconnaître que dans un premier temps, ça ne m'avait pas trop choqué. Il y avait eu la même procédure utilisée pour la loi pénitentiaire et ma foi, nous étions parvenus à discuter malgré tout de manière approfondie de la loi pénitentiaire. Mais je crois que la contrainte pénale, elle apporte un élément qui est un élément beaucoup plus novateur. Et je comprends effectivement que le rapporteur et beaucoup de nos collègues soient convaincus que si on n'arrive pas à autonomiser cette contrainte pénale, elle risque effectivement de ne pas jouer du tout le rôle que nous sommes un certain nombre à souhaiter que cette contrainte pénale puisse jouer. Donc on se trouve réellement un peu entre le marteau et l'enclume. Je voulais simplement ajouter aussi une chose supplémentaire, c'est que comme étant rapporteur du budget de l'administration pénitentiaire, je visite assez souvent les établissements pénitentiaires. Je crois qu'on se fait aujourd'hui de la prison comme peine ultime une fausse idée. Il y a aujourd'hui deux catégories de personnes qui fréquentent, pardonnez-moi l'expression, les établissements pénitentiaires, des personnes que je qualifierais de classiques, pour qui c'est effectivement la pire des peines. Et ce sont des personnes que la prison peut d'ailleurs totalement briser. Mais il y a à côté de cela toute une autre catégorie de délinquants, qui sont des délinquants peut-être plus jeunes, peut-être davantage issus de banlieues, peut-être ayant effectivement des problèmes de rupture scolaire, ayant une difficulté à se considérer comme intégrés dans notre République, pour qui parfois la prison est un épisode d'une forme de maréchalade de la délinquance dont ils pourront quasi ensuite se vanter. Et je pense que pour ces personnes-là, qui sont des personnes qui créent justement une situation d'insécurité ou plus qu'un sentiment, une véritable situation d'insécurité pour bon nombre de nos concitoyens, la contrainte pénale, les obligations, les interdictions, le suivi personnalisé, si suivi il pourra y avoir, et on rejoint le problème des moyens que nous avons effectivement évoqué à de nombreuses reprises, il serait finalement beaucoup plus lourd et il serait ressenti comme étant un inconvénient, une charge beaucoup plus forte que la prison traditionnelle. C'est la raison pour laquelle je m'éloigne un petit peu de l'opinion de mes collègues et amis de mon groupe sur ce qui a été dit tout à l'heure. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Claes. Oui, je voulais rajouter un certain nombre d'éléments, mais qui viennent d'être excellemment dits par notre collègue Le Cerf sur le sens de la contrainte pénale et le message qu'on fait passer aussi aujourd'hui, tant aux délinquants actuels ou ex-futurs, si je peux m'exprimer ainsi, qu'à la société. C'est pas parce qu'il n'y a plus de prison, c'est pas parce qu'on prononce la contrainte pénale qu'on prononce quelque chose qui est une non-sanction. La contrainte pénale peut être beaucoup plus lourde à vivre et à survivre que la prison. Donc, je crois qu'il faut. On parlait, je crois que c'était M. Richard tout à l'heure qui parlait de la France nous regarde, faisons attention à ce que l'on dit. Oui, faisons attention à ce que l'on dit. La contrainte pénale est une véritable sanction et il n'y a pas d'impunité quand on prononce la contrainte pénale alors qu'autrefois on prononçait de la prison. On a récemment, ici même, créé un nouveau délit, qui est le délit d'entrave à l'action du contrôleur général des lieux de privation de la liberté, qui est un délit qui n'est pas puni de prison. Donc on a déjà commencé à aller dans ce sens-là de délits qui éventuellement ne peuvent pas être prononcés, ne peuvent pas être sanctionnés par de la prison. Et je voulais aussi, quand on a parlé des auteurs, on parle de la société, on a parlé des victimes aussi tout à l'heure. Et je pense que même du point de vue des victimes, il est important de se dire que parfois il n'y aura pas de prison prononcée. On le sait, c'est souvent un facteur qui retient des victimes de porter plainte quand elles sont victimes d'un proche, de la famille, d'un ami, d'un conjoint, etc. On sait que ça retient souvent la victime de porter plainte que de se dire qu'en portant plainte, elle va envoyer l'auteur en prison. Et si cette victime, elle sait demain qu'il existe une autre sanction qui est la contrainte pénale, qui va être efficace et qui n'enverra pas l'auteur des faits en prison, on va peut-être là aussi plus et mieux aider les victimes que ce que l'on pensait. Et enfin, ce n'est pas parce qu'un article qui créerait une contrainte pénale sans possibilité d'emprisonnement pour certains délits que la contrainte pénale disparaît totalement pour autant du paysage pour les autres délits. Elle reste prononçable. Donc il n'y a pas effectivement là une dichotomie profonde. Et effectivement, profitons de ce temps qui nous reste, qui est encore court jusqu'à la CMP, mais profitons-en pour peut-être continuer d'affiner. La parole est à Madame Benbassa, dernière intervenante inscrite après Monsieur le Président.
Merci, chers collègues, pour tout ce que vous avez dit. C'est vrai qu'il nous reste peu de temps et qu'il faudrait peut-être être pédagogue. Si on nous entend, il faut qu'on soit pédagogue et qu'on passe un message clair et compréhensible. Moi, je pose la question simplement. Il faut expliquer que la prison ne règle pas la question de la récidive. Alors, la prison n'est pas actuellement, pour les délits dont nous parlons, efficace et que la contrainte pénale pourrait se révéler en tant que peine, disons, indépendante, elle pourrait se révéler efficace. Tentons le coup, voilà. Je ne sais pas, c'est un message clair. Les gens comprendraient bien que la prison reproduit la récidive. Nous avons des chiffres, la ministre a donné des chiffres, tous nous avons auditionné des gens, et le constat est la multiplication de la récidive. Alors voilà, c'est un message clair. Je ne sais pas pourquoi nous nous torturons tant sur cette question à cette heure-ci, et surtout que nous avons un message à transmettre. Merci. Clair, un message clair. Merci, Madame Benbassa. Monsieur le Président. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, je me suis inscrit quand l'un de nos collègues, Monsieur Richard précisément, a employé le mot impunité, avec un exposé qui était très clair. Vous nous avez dit, chers collègues, finalement, ça va être l'impunité. Or, je ne sais pas combien de fois nous avons expliqué, lors du débat général, que nous étions contre l'impunité. Et que comme nous étions contre l'impunité, nous pensions que tout délit méritait sanction, mais que si l'on voulait que toute sanction soit une référence à la prison ou la prison, eh bien, on n'y arrivait pas et que ce n'était pas réaliste, ne serait-ce que parce qu'il y a aujourd'hui, je le rappelle, selon le dernier chiffre connu, 99 600 peines de prison ferme qui sont décidées et qui ne sont pas mises en œuvre. Donc il y a au moins 100 000 personnes qui se baladent alors qu'il y a eu des décisions de prison ferme. Et d'autre part, nous savons très bien que pour les délits qu'a énumérés notre rapporteur, le plus souvent, si prison il y a, ou il y avait, ou il y aurait, ce seraient des courtes peines, et que les courtes peines de prison ont des tas de conséquences. D'abord, on sait que c'est par rapport aux courtes peines qu'il y a le moins d'aménagement, le moins de préparation de la sortie. Et puis, il suffit de visiter une prison pour voir que c'est l'occasion pour un certain nombre de personnes d'entrer dans un milieu. Et on sait bien que les peines autres, en particulier la contrainte pénale, sont plus appropriées, sont meilleures. Alors voilà, tant qu'on aura dans la tête que peine égale prison, et que si on met en œuvre une alternative, la contrainte pénale, ce sera toujours quelque chose qui fera moins peur, en quelque sorte. Donc ce ne sera pas une vraie peine. C'est cette centralité de la prison dans le système avec laquelle il faut rompre, et avec laquelle nous avons rompu dans la loi pénitentiaire, où la prison est définie comme le dernier recours, comme ce à quoi on fait appel en matière correctionnelle, si il n'y a pas eu d'autre solution. Donc, ce débat de ce soir est essentiel, il est important, c'est un changement de culture. Soit nous l'assumons, soit nous ne l'assumons pas. Nous avons choisi de l'assumer, parce que nous connaissons trop les inconvénients du système actuel. On n'est pas comme si tout allait bien, et comme si tout allait se détériorer parce qu'il y aurait la contrainte pénale. Donc voilà, il y a un choix, c'est un choix important par rapport auquel nous allons nous déterminer. Merci, Monsieur le Président.
Je vais donc mettre aux voix les 3 amendements identiques aux voix. Un avis défavorable de la commission et favorable du gouvernement. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Merci, mes chers collègues. Abstention. Ces amendements ne sont pas adoptés. J'en arrive à l'amendement 108 qui doit être présenté par la commission. Monsieur Michel. Le 108 est un amendement d'une erreur, la correction d'une erreur de coordination. C'est matériel. C'est matériel. L'avis du gouvernement. Parce que le gouvernement n'est pas rancunier, c'est un avis favorable. Merci. Je mets aux voix cet amendement. Si le gouvernement était rancunier, il serait nécessairement matériel en l'état. Je mets aux voix cet amendement qui visiblement est une erreur matérielle. Qui est pour? Merci. Contre? Abstention. L'amendement est adopté. Le 118, Monsieur Michel, au nom de la commission des lois. Il a déjà été largement fait écho à cet amendement où je propose de supprimer dans la liste des délits pour lesquels seule la contrainte pénale est encourue avec la peine prison ou les peines alternatives, le délit de vol et de recel de vol. Je vous remercie. L'avis de la ministre. Compte tenu du débat que nous venons d'avoir, Madame la Présidente, l'avis du gouvernement est la sagesse. Je vous remercie. Bien, je mets aux voix cet amendement. L'amendement de la commission, sagesse du gouvernement. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Abstention. L'amendement est adopté. Madame Cukierman, le 82. Très rapidement, puisque même si notre rapporteur fournit un excellent travail, il nous semble qu'il a omis dans cette liste le délit de conduite d'un véhicule sans permis. Et donc nous pensons que dans la logique que nous avons longuement discuté, il serait bon d'inclure les délits pour délit de conduite d'un véhicule sans permis. Merci, Madame Cukierman. L'avis de la commission. Avis favorable. Je vous remercie. Avis du gouvernement. Tu es mon cardinal de Richelieu. Éminence grise. Sur cet amendement, compte tenu, le gouvernement va rester cohérent, bien entendu. Je veux simplement attirer l'attention sur ce sujet parce que la question des délits routiers est une question qui est devenue complexe. Les délits routiers représentent 42% des jugements prononcés en correctionnel. C'est considérable. Et il y a des incarcérations qui sont liées, qui punissent des délits routiers. Donc évidemment, nous avons envisagé, parce que l'élan est tout à fait logique, envisager de contraventionnaliser, comme je disais tout à l'heure, les délits routiers. Mais le sujet est extrêmement sensible. Le sujet est extrêmement sensible parce que les comportements eux-mêmes sont sensibles à la fois à l'ambiance et au niveau de sanctions. Donc nous faisons très attention, nous travaillons, je vous l'ai dit, la commission Nadal a travaillé sur le sujet, nous travaillons avec le ministère de l'Intérieur, mais nous savons qu'il faut être très prudent sur ces délits-là parce qu'il y a quand même une dimension psychologique qui intervient dans les comportements et qui n'est pas négligeable. Donc voilà, je voulais juste attirer l'attention là-dessus. Et bien entendu, l'avis du gouvernement, c'est un avis de sagesse compte tenu du long débat que nous avons eu tout à l'heure. Je vous remercie, Madame la Ministre. Je mets aux voix l'amendement 82 présenté par Madame Cukierman. Avis favorable de la Commission, sagesse du gouvernement. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Merci, chers collègues. Abstention? Merci. L'amendement est adopté. Nous arrivons au vote sur l'article 8 ter. Qui est pour voter l'article? Merci. Qui est contre? Merci, chers collègues. Abstention. L'article 8 ter est adopté.
Voilà pour les débats consacrés par les sénateurs hier soir à la réforme pénale. Débats qui se sont conclus aux alentours de minuit et demi avec l'adoption de cet article 8 ter, un des articles les plus importants du projet de loi. Vous l'avez vu, les sénateurs ont beaucoup réécrit le texte, ont beaucoup radicalisé ce texte à l'initiative du rapporteur socialiste Jean-Pierre Michel. Les discussions devraient reprendre cet après-midi aux alentours de 16h et le vote et la certaine adoption du texte devraient se tenir ce soir dans l'hémicycle. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site sur publicsénat.fr. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire à 18h pour les questions cribles au gouvernement qui sont consacrées à la pollution de l'air. Très bonne fin de journée sur les chaînes parlementaires.